Donc moi, je suis depuis 11 ans directeur des études de Shoppermind. Shoppermind, c'est une entité du groupe Altavia basée à Paris, mais qui essaie de rayonner sur le groupe en France et au-delà, et qui a comme vocation d'étudier le comportement d'achat, les comportements de consommation, les pratiques de consommation du consommateur et la manière dont les nouvelles formes de commerce résonnent positivement ou pas avec ce nouveau consommateur. Donc on est très intéressé par les tendances, par l'innovation, par la manière dont on se réinvente chaque jour. Et en ce moment, on vit une époque assez dingue en termes de rythme de réinvention, la manière dont on se réinvente chaque jour ce fameux consommateur dont on doit en permanence combattre les stéréotypes qui nous sont donnés par notamment la publicité, qui représente beaucoup des gens qui sont dans des familles, qui sont en bonne santé, avec un petit garçon, une petite fille. Enfin, il y a énormément de choses qu'on a dans la tête qui sont très très loin de la pyramide des âges de France, du nombre de foyers occupés par une personne qui est de 30%. Enfin, dès qu'on regarde le réel, il est très différent de la famille Ricoré. Et c'est ça que j'essaie à chaque fois de donner à voir. Le premier, le jeune aujourd'hui, il est surtout au Rassemblement national. Il aime Marine Le Pen. Bon, ben, le stéréotype qu'on a du jeune, c'est pas ça. Ben, c'est une erreur. Et en fait, j'essaie en permanence de voilà, battre en brèche les idées reçues, parce que pour faire de la bonne communication et de la bonne activation commerciale, ben, on mobilise forcément des personas. Et Rémi, je te remercie encore de la sensibilisation, Rémi Père, qui est parmi nous, à cette question des personas. On mobilise des personas, et plus les personas sont fidèles au réel du consommateur, plus on va rencontrer le succès au moment du déploiement dans le monde physique de ce qu'on a imaginé. Et alors, donc, il ne faut pas me croire sur parole du tout, il faut se nourrir de son expérience, de ses observations. Moi, bien sûr, j'ai le baromètre de la valeur shopper et plein d'outils, d'études qu'on a mis en place pour scanner la relation des consommateurs français avec leurs commerçants. Je me nourris des études qu'on fait, notamment avec OpinionWay, puis je me nourris beaucoup aussi de mes lectures et de mes observations, parce que j'adore aller dans les magasins pour voir comment les gens se comportent. J'ai fait même l'année dernière une étude éthologique, où c'est des outils qu'on utilise pour appréhender, par exemple, le comportement des oiseaux. On regarde comment se comportent les consommateurs. Est-ce qu'ils ont les yeux dans le vague? Est-ce qu'ils ont les yeux fixés, etc. Donc, il y a plein de prismes qu'on peut utiliser pour retrouver de la fraîcheur dans le regard qu'on porte sur ces consommateurs. Ici, on veut avancer, il faut que je sois plus compact. Donc, on va convenir d'un signe, Ludovic, mais Sophie ou Boris, vous pouvez aussi faire des choses comme ça pour dire hey, vas-y, next, parce que là, tu nous endors et tu parles trop. Alors, tu ne nous endors pas, mais il faut qu'on tienne notre timing, Nathan. Voilà. Peut-être pour commencer, une question. Qu'est-ce qui t'a récemment le plus impressionné? Alors, dans l'actualité, mais peut-être dans ta vie quotidienne aussi. Avec plaisir. Je pense que le fait majeur pour moi, c'est le quasi-monopole dans notre quotidien des GAFAM. On voit les super performances de Google, Amazon, Facebook, Microsoft, et on ne fait pas nécessairement le lien avec le fait qu'on se réveille le matin. En tout cas, j'ai parlé pour moi, mais je pense que vous allez vous reconnaître. Et avant ou après votre café, vous saisissez d'un appareil Apple ou d'un appareil qui tourne sous Android, qui est porté par Google. Vous checkez vos mails qui sont sur Gmail. Une quinzaine de fois par jour, vous allez interagir avec Google pour avoir accès à l'information. Vous allez interagir avec vos proches via WhatsApp, ou via Instagram, ou via Facebook. Tout ça appartient à Facebook. Vous allez commander de plus en plus sur Uber Eats et Deliveroo, qui sont en partie détenus par Amazon pour ce qui est de Deliveroo. Vous allez vous demander si vous allez faire un tour au Franprix du coin, si vous êtes parisien, ou au casino si vous êtes lyonnais, et pour savoir s'il est ouvert, parce qu'on est un jour un peu spécial, vous allez sur Google Maps, et vous allez recueillir de l'information, etc. Donc on a en permanence dans notre quotidien une surutilisation. Pareil, si on veut se déplacer, ce sera Waze, ce sera Google Maps. On va trouver la référence d'un livre. Moi, c'est un comportement que j'ai, par exemple, quand je veux acheter un livre, je vais sur Amazon et j'envoie à mon libraire la référence sur Amazon pour m'éviter d'avoir à faire des... Donc même mon libraire, je lui dis, tiens, voilà la référence Amazon du bouquin que je veux que tu me commandes. Et dès que ce n'est pas des livres, je les commande un peu sur Amazon quand je suis un peu paresseux. Donc en gros, les GAFAM, leur performance incroyable, elle est pour l'essentiel notre fait. Et notre vie est GAFAmisée à un degré absolument incomparable. Et c'est pour moi un effet de cette tyrannie de la convenience, de cette tyrannie quelque part du côté pratique. En 2 clics, j'ai ce que je veux. Et donc on est
quelque part pris à notre propre piège, notre passion du confort, et on se retrouve quelque part à servir la soupe à des gens qui vont fragiliser le monde dans lequel on vit, parce que cette GAFAmisation poussée à l'extrême, elle présente quand même des dangers. Voilà en gros ce qui me frappe en ce moment, c'est ce reflet entre les résultats financiers mirobolants, les chiffres d'affaires fous de ces GAFAM et ma propre pratique quotidienne. Ouais. C'est moi qui suis le premier responsable de tout ça. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire le lien avec notre première partie, hein, qui est de faire un petit stop sur où en est le consommateur aujourd'hui, avec 2 grands chapitres. Et on peut peut-être effectivement commencer par là. Tu ressens en fait dans toutes les outils et les analyses que tu as pu conduire qu'aujourd'hui, effectivement, on a chez on va dire le consommateur déconfiné, une ou 2 thématiques qui sont assez fortes. Est-ce que tu peux nous les décrire? Oui, absolument. Je dirais qu'on a un consommateur qui a été covidé et amazoné quelque part. Covidé parce qu'il s'est mis à avoir peur du dehors. Donc, il a vécu une année entière, un peu plus maintenant, puisque ça a démarré en mars 2020, cette histoire, dans sa bulle domestique et digitale, comme sur une île déserte. C'est pour ça que je parle parfois d'un consommateur Robinson qui a eu à réinventer sa vie, qui a vécu un face-à-face avec soi-même ou avec sa petite famille. Et ça va être terrible. Et on a même des psychologues qui disent on a beaucoup de patients qui sont atteints du syndrome de la cabane, c'est-à-dire le dehors. En fait, on peut s'en passer et il n'y a plus trop de raisons de sortir et le dehors est devenu hostile. Je en vois certains sourire en entendant ce syndrome de la cabane. Peut-être qu'ils se reconnaissent ou ils reconnaissent un proche. Mais en tout cas, on a une vie vraiment télétravaillée, beaucoup moins socialisée, avec beaucoup plus de bricolage, beaucoup plus d'auto-formation, de do-it-yourself, d'apprentissage. Donc, un énorme essor de cette autonomie. Et on a vraiment vécu une année hyper spéciale. Et on est aussi en même temps qu'on est quelque part covidé, donc dans une forme de passion du do-it-yourself, etc., et de la cuisine, et de bas. On est aussi des consommateurs amazonnés au sens où il faut que tout soit simple comme un clic. Et on est des enfants rois un peu tyranniques où si le livreur Uber Eats arrive avec 20 minutes de retard, on devient fou. Si on n'est pas livré dans le délai annoncé, on se dit c'est quasiment une faute, est-ce que c'est normal? Et on a cette habitude d'avoir une délégation extrêmement poussée à nos commerçants lorsqu'on recourt à eux en mode digital, donc que ce soit Click and Collect ou Drive ou e-commerce avec livraison à domicile, ils font tout pour nous. Ils font d'aller dans l'entrepôt logistique, de faire le picking, de faire l'ensachage, l'acheminement, et nous on a juste à ouvrir la porte et à récupérer le sac si on a coché l'option dépose-le devant la porte. Donc on n'a même pas à interagir avec un humain puisque on peut, en allant loin si on veut, finalement vivre avec une relation au produit. Il n'y a plus de commerçants, il y a des produits. Et le commerçant est devenu une forme d'abstraction. On n'en avait besoin que parce qu'il ne faisait pas bien son boulot, mais un commerçant parfait a disparu. Il ne reste plus que le produit sur le seuil de notre porte, voire dans notre garage, puisqu'il y a des systèmes de clés digitales qui sont en train de se mettre en place pour qu'on n'ait vraiment pas à interagir avec quiconque. C'est vraiment le commerce sans contact. Et quand on demande aux Français, c'est quoi votre commerce préféré? Ils disent Amazon et le marché municipal. Et c'est vraiment intéressant de voir cette tension entre l'humain, avec des problèmes de rupture de stock, des problèmes d'attente, des problèmes logistiques permanents du côté du marché, et puis du côté d'Amazon, une forme de perfection logistique inédite qui définit des standards hyper élevés que les autres acteurs du commerce ont beaucoup de mal à suivre. Et c'est ce qui nous fait dire aussi avec Jean-Marc Ménien, mon acolyte, que Amazon était le référent du e-commerce, mais Amazon est en train de devenir le référent du commerce même. Et là, c'est un peu plus préoccupant, bien sûr. Voilà en gros les deux points. Oui, c'est ça. Pour les commerçants installés, effectivement, ça met un standard d'excellence opérationnelle qui est très élevé. C'est ça. Au fond, peut-être 2-3 mots là-dessus, mais tout ça n'est pas né avec le Covid, mais on est bien dans une phase d'accélération, effectivement, de ces modes de consommation, plus qu'une naissance de ces modes de consommation. Absolument. Dans la violence, contraint par le contexte, plein d'acteurs ont dû se mettre à la page et ont gagné 10 ans, ou 5 ans, ou 20 ans. On a plein d'acteurs au-delà du commerce qui ont subi une mue très forte, qui était annoncée depuis parfois 15 ans. La télémédecine, la téléconsultation, la téléformation, tout ça existait en germe, mais il y avait l'inertie des systèmes et les scléroses, donc on n'y allait pas. Et bien ça y est, tout ça est maintenant
à l'ordre du jour. Le télétravail s'est imposé aussi dans beaucoup d'entreprises. Donc, oui, c'est vraiment un effet d'accélération, d'amplification. Il n'y a presque rien qui est apparu ou né vraiment pendant ces 14 mois qu'on a traversés. C'est pour l'essentiel de l'accélération et de l'amplification. Rentrons maintenant effectivement dans les différents besoins que toi tu as pu observer et finalement rassembler autour de ce citoyen consommateur actuel, et tu as identifié en fait 5 besoins. Et peut-être pour les découvrir, je peux le faire sous forme de questions et puis faire un peu participer notre auditoire du jour. Première verticale qu'on va aborder et premier chiffre. Savez-vous, ceux qui nous écoutent, quel pourcentage de Français se sentent déjà personnellement touchés par les conséquences de la crise? Est-ce que vous pensez que c'est réponse A dans le chat, 11% des Français qui se sentent personnellement touchés par la crise, 25% des Français qui se sentent touchés ou 41% des Français qui se sentent touchés par la crise? A, 11%, B, 25%, C, 41%. Large plébiscite pour le 41%. Nathan? Ben ouais, c'est en fait assez énorme, mais c'est déjà le cas. Il faut imaginer qu'il y a plein de gens qui sont en dehors du game, hein, les retraités, les lycéens, les collégiens. Donc, on ne part pas sur une base de 100%. Et malgré ça, on a 41% des Français qui se sentent personnellement touchés par les conséquences de la crise. Ça nous renvoie à cette première peur, et qui est aussi une expérience transformatrice qu'ont vécu les consommateurs au cours de cette année, c'est la peur de manquer. Et donc, cette peur de manquer, elle s'est incarnée dans des comportements de surstockage de sucre, de farine, de papier toilette, etc., dans des comportements de surstockage de l'argent, quand on arrive à constituer de l'épargne. Donc, une énorme épargne s'est constituée, bien sûr, plutôt chez les gens favorisés que chez les gens modestes, mais en gros, il y a vraiment une envie de garder comme des petits écureuils. Et cette peur de manquer, ce besoin de se prémunir contre le manque, a aussi expliqué l'extraordinaire carton que traversent les enseignes qui proposent des petits prix. Et on a peut-être une sensibilité environnementale et tout ça, mais en fait, tout ça passe au second plan quand on se dit, OK, mais là, je vais peut-être manquer, donc priorité à l'accumulation, quelque part, de biens matériels, parce que on rigole plus, quoi. Voilà. Je dirais que c'est ça la première peur, et ça éclaire ce chiffre de 41% de Français qui se disent personnellement touchés par la crise. Très clair. Le deuxième besoin ou deuxième peur, effectivement, le second chiffre qu'on vous propose de découvrir, savez-vous combien de Français salariés se sentent chroniquement fatigués? Alors qu'ils n'en foutent pas une en télétravail, ils sont sur leur canapé, la belle vie. C'est connu. On pourrait imaginer que c'est peinard. Est-ce que c'est 15% réponse A des Français qui se sentent chroniquement fatigués, 45% des Français travailleurs qui se sentent chroniquement fatigués, ou 68%? 15%, 45%, 68%. Et on n'a pas toujours choisi la réponse pire, parce que sinon, vous devineriez, vous tricheriez. On a un joli B, mais il y a pas mal de 68 aussi. Bon, ça reflète peut-être l'état de fatigue du collaborateur Altavia Aura. Hein. Mais et ben, en fait, le deuxième réponse, c'est la bonne. La deuxième réponse, c'est la bonne, c'est la réponse B, 45%. C'est déjà énorme, 68 sera encore plus, mais voilà, on a vraiment des gens qui se sentent et se disent au bord du burn-out, au bord de l'épuisement, et qui effectivement ne vivent pas nécessairement le télétravail comme un moment de grande légèreté ou détente, parce que ils ont des troubles du sommeil beaucoup plus nombreux, ils ont beaucoup plus de stress, d'angoisse, ils se sentent vulnérables, ils ont peur pour leur boîte, ils ont peur pour leur place dans la boîte, ils consomment encore plus de psychotropes et de somnifères que d'habitude. Et en fait, la question de l'énergie, surtout quand on a eu, comme moi, le Covid et qu'on ressent encore 6 mois après des signes de fatigue parfois extrême, on a vraiment un sujet de comment économiser son énergie. Et là, on a un boom de tout ce qui permet de minimiser la dépense d'énergie, les trottinettes électriques qui étaient déjà là avant et qui connaissent un incroyable succès, les gyropodes, les vélos électriques, la maison connectée, tous les contenus en ligne où en un clic, donc c'est très peu fatigant quelque part, on a tout de suite... il y a vraiment un tsunami de services qu'on pourrait dire zéro coût énergétique pour le client,
avec beaucoup de faveurs pour les enseignes qui proposent une minimisation de cette dépense d'énergie, donc le drive piéton, le click and collect, des choses dont on a parlé tout à l'heure. On a même des applis qui permettent de commander des pizzas en un clic qui cartonnent. Elles existaient déjà, mais elles vous connaissent une nouvelle faveur. Et j'en parlais avec Jean-Marc, qui me disait la petite supérette en bas de chez moi, elle fait 100 commandes Deliveroo par jour, Uber Eats par jour, alors que c'est vraiment une toute petite surface et qu'on est en cœur de ville, les gens n'ont qu'à descendre pour y aller. Ben, en fait, non, visiblement, ils commandent alors qu'on est dans de l'hyper local. Et il dit, et puis 60% des commandes sont évidemment entre 19h et 21h, après la fermeture du magasin, où là, ça n'arrête pas, beaucoup d'alcool, beaucoup de chips, beaucoup de malbouffe, de snacking, etc., mais aussi parfois des asperges, des poireaux, qui témoignent vraiment que même descendre en bas, acheter à 18h30 avant la fermeture ces 3 poireaux, ben en fait, non, on clique et puis comme ça, le poireau, il arrive tout seul, quoi. C'est vraiment spectaculaire et il faut adresser évidemment cette aspiration à la minimisation de l'effort, au moindre effort, pour rencontrer son client aujourd'hui. Effectivement, c'est aussi ce qui a permis dans l'avant-dernier, puisque le dernier maintenant c'est ceux de 2021, mais en 2020, je crois que les drives des grandes marques étaient parmi les magasins, attention, hein, les magasins préférés des Français. Il y a 3 drives, ce qui est un peu étonnant comme réponse, mais voilà, ça renvoie à cette notion de s'économiser, c'est-à-dire toute enseigne ou marque qui va me faire gagner du temps, ça sera du coup une marque ou une enseigne de choix. C'est ça. Exactement. Troisième pilier, ou besoin qu'on doit remplir aujourd'hui, à nouveau un petit sondage. Savez-vous combien de Français craignent pour leur emploi cette fois-ci? 15% des Français craignent pour leur emploi, 40% ou 53%. 15%, 40%, 53% des Français qui craignent pour leur emploi. Et là encore, souvenez-vous qu'on a un certain nombre d'enseignants, on a un certain nombre de fonctionnaires, fonctions publiques, hospitalières, etc. Ça fait des volumes importants, hein, parce que là, on parle des gens qui ont un emploi et qui ont peur de le perdre. On a sorti aussi les retraités. Donc, voilà. La réponse B. Ouais, on est entre A et B, ouais. Et pas mal de B. Tout à fait. Et donc, effectivement, la bonne réponse, c'était B, 40%. Et qui dit perdre son emploi, dit perdre son statut, perdre une forme de fierté qu'on a d'aller tous les matins rendre service à la société et avoir une vraie place et une vraie légitimité. Et là, on a 40% des gens qui disent OK, mais mon boulot, c'est quoi? Et quand on a ce chiffre de 40%, on en a exclu aussi tous les gens dont le secteur est complètement sinistré, la culture, l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie. C'est des gens qui ont déjà, quelque part, une année blanche absolument épouvantable. Ils se sont tournés les pouces en angoissant et en se demandant quand est-ce que ça recommence, est-ce que mon employeur va survivre à cette épouvantable crise. Et on sait bien d'ailleurs que la situation de chômage partiel artificiel dans laquelle on est va se terminer bientôt. Et là, ça va être compliqué. Donc, il y a une grande peur de dégringoler dans l'échelle sociale qui s'est emparée du public. Et dans le même temps, on a une forme d'obligation comme ça de s'afficher, d'exister, d'avoir une page LinkedIn correcte, à jour, d'avoir des likes sur ses posts. Donc, il y a une forme de dictature comme ça de la visibilité, de la notoriété, de l'apparence qui croise, et c'est assez douloureux et éprouvant, un moment de précarisation où on a beaucoup moins, quelque part, de rente, on a beaucoup moins de statut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois un essor des consommations statutaires, hein, les SUV, les smartphones à 1800 €, alors qu'un smartphone à 180 € pourrait faire l'affaire, des vêtements de marque, etc. Donc plein de choses qui disent, voyez, je suis dans le clan, je ne suis pas un loser, je fais vraiment partie du game. Et puis en même temps, beaucoup de pratiques qui sont pour le coup gratuites, hein. Je trie mes déchets beaucoup mieux, je fais du batch cooking, j'ai une machine à pain et je fais moi-même mon pain, et puis je fais moi-même mes produits cosmétiques et puis mes produits ménagers. Et tout ça, et puis je fais de la méditation, du yoga, du pilates, j'écoute mon podcast, je fais un podcast, donc je suis créatif. Tout ça, ça ne coûte pas grand-chose et ça définit quelque part des nouveaux standards de réussite qui, eux, quelque part, sont plus résilients en cas de manque de ressources. Ce n'est pas parce que je suis fauché que je ne fais pas mes 2 heures de méditation chaque semaine. Et ça contribue à quelque part
mon personal branding, même si ça me fait du bien par ailleurs aussi, mais ça fait pas de mal de ne pas me sentir loser parce que j'ai perdu 30% de mon revenu avec la crise. Je ne me sens pas déclassé parce que j'ai préparé le truc, le coup. Donc, vraiment un gros sujet autour du statut. Et donc, on a ce paradoxe qu'on a des gens qui, à la fois, sont en galère, privilégient le moindre prix, mais vont tout d'un coup commander sur Vinted une robe qui est beaucoup moins chère que si elle était neuve, mais qui quand même est en dehors de leur budget parce qu'il y a ce besoin qui est lié à un besoin de sécurité, ce besoin de statut. Quatrième et avant-dernière, tu voulais rajouter quelque chose, Nathan? Non, je voulais te donner la parole. Quatrième et avant-dernière, effectivement, besoin qu'il faut avoir en tête quand on accompagne et qu'on conseille des marques ou des retailers. Savez-vous combien de Français ont craint pour leur vie en 2020? Donc là aussi, du déclaratif des Français. 15% des Français ont craint en 2020 pour leur vie. 45% des Français ou 62% des Français ont craint pour leur vie en 2020. 15%, 45%, 62%. Mais pas mal autour du A, quelques B aussi, donc autour entre 15 et 45%, Nathan. Alors, pour vous préparer à la bonne réponse, sachez que quand on leur demande est-ce que vous faites partie de la population à risque, les Français, donc c'est une étude Shoppermind, ils répondent à 50%, moi, je fais partie de la population à risque. Donc déjà, on est très très loin de ce que les médecins pensent. Les gens s'estiment faire partie de la population à risque. Et du coup, la réponse des gens qui se sont dit je vais peut-être claquer en 2020, c'est la réponse C. C'est assez choquant, mais c'est comme ça. 62% des gens se sont dit c'est peut-être ma dernière année. Donc on a vraiment une passion qui était déjà là avant le Covid, mais qui s'est amplifiée de la santé, de bien manger, d'avoir des moquettes, des solvants, des voitures qui sont vraiment protecteurs de notre sécurité. Et puis, on a plein de comportements, quelque part, qui illustrent aussi ça. C'est une forme d'agoraphobie. On a beaucoup de patrons de centres commerciaux qui disent les gens viennent plus aux heures de gros rush, ils essaient de venir, ils nous posent de manière inquiète des questions sur à quel moment c'est creux. Ils veulent venir dans les moments pour les gens du trouble autistique où il y a peu de lumière, ils se disent qu'il y aura moins de monde. Donc, ils ont vraiment envie de, voilà, et de minimiser le temps passé aussi sur place. Donc, ils savent très, très bien ce qu'ils vont faire quand ils arrivent en centre commercial parce qu'il y a vraiment ce côté presque furtif. J'arrive, je prends mes trucs et puis je m'en vais. Et puis, le côté sans contact, ça a rendu un peu tout le monde est atteint d'un trouble obsessionnel compulsif. Tout le monde a un TOC en ce moment. Les gens se lavent les mains 40 fois par jour. Les gens veulent tout le temps consulter leur médecin, etc. Et tout s'est fait maintenant sans contact. Donc, la bise, la poignée de main, les accolades, tout ça devient un petit peu compliqué. Donc, on a vraiment des gens dont quelque part, le rapport au dehors est assez parano et assez frileux et rétréci. Et ça, c'est aussi le nouveau consommateur. C'est pas hyper sympa, mais quelqu'un qui a été marqué par cette peur de la mort, ben évidemment, il sort pas indemne de cette expérience. Et du côté du commerce, on voit le carton incroyable d'enseignes comme Aromazone, Biocoop, tout ce qui est nourriture non transformée, et tous les canaux de commerce sans contact où on n'a pas à se mélanger à la foule. Là aussi, c'est une nouvelle donnée, notamment quand on design des opérations commerciales, on a envie que ce soit la foule, la cohue dans le magasin. Ben non, en fait, la cohue dans le magasin, les gens, il y a un truc qui s'allume et qui dit non, non, moi, je ne veux pas communier dans le temple de la consommation avec des gens qui se frottent, me touchent. Non, ça ne me va pas. Donc, ça, c'était la quatrième peur que je voulais évoquer. Merci. Cinquième peur ou besoin, et ça sera notre dernier chiffre. Savez-vous combien de Français ont été confinés au final? Est-ce que c'est 87% des Français qui ont été confinés, 92% ou 99% des Français qui ont été confinés en 2020? Ouh là là, ça va très très vite. Ouais, c'est marrant. 92, 99. Il y a Laurent qui attendait une réponse A depuis un petit moment. Nathan, est-ce que tu peux satisfaire ce besoin de Laurent? Bah oui, Laurent, c'est le moment de la délivrance. Il y a 87% des Français qui ont été confinés. C'est déjà un chiffre énorme. Et donc, c'est des gens qui ont fait cette expérience très, très particulière où on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, c'est vraiment un face-à-face avec soi-même, surtout pour les célibataires ou les veufs ou les veuves ou les gens qui sont seuls ou éloignés de leur conjoint. C'est une expérience très, très particulière dont même les psychologues, en fait, et les sociologues ne savent pas très bien ce qu'elle a induit. Elle a fait vraiment bouger des lignes.
Beaucoup de gens ont revu leurs priorités. Beaucoup de gens disent, moi, je veux revenir à l'essentiel. Je veux du sens. Et ça, c'est effectivement l'effet de ce que le vertige et l'ivresse que nous procurent les sorties, les soirées, les liens, etc. Ben, voilà, cette déritualisation massive et cet appauvrissement de notre vie sociale a créé vraiment une redéfinition. Et la question du lien s'est affirmée avec beaucoup d'intensité, puisque le besoin de communauté, d'appartenance, d'identification, le besoin de se sentir faire partie, le besoin d'appartenir a été beaucoup augmenté. Et là encore, on se dit, bah, finalement, ça a du sens. Dans un monde dangereux, dans un monde précaire où tout change, bah, il faut pouvoir compter les uns sur les autres, idéalement sur des gens proches, ses voisins, sa famille, etc., ses amis. Et quelque part, ça se ressent aussi dans la consommation, puisque toutes les marques qui ont une forte dimension communautaire, tous les labels qui ont une forte dimension communautaire, ou même les pratiques de consommation type halal ou kasher, ont eu le vent en poupe parce que consommer, parfois, c'est pas juste satisfaire des besoins matériels ou nutritionnels, c'est aussi satisfaire un besoin de lien, un besoin d'appartenance. Si on résume un peu ces besoins, finalement, c'est quelque part ces nouveaux besoins fondamentaux du consommateur aujourd'hui, dépenser moins, s'économiser, c'est-à-dire tout ce qu'une marque ou un retailer va me proposer pour finalement avoir le moindre effort à produire pour consommer, je serais plutôt partisan, se valoriser, effectivement, cette capacité à travers des objets reconnus par une communauté, ça me valorise finalement quelque part dans un clan aussi. Se protéger, qui est le quatrième besoin. Et le cinquième, c'est se sentir en lien, c'est-à-dire, comme tu dis, comment une marque peut rassembler des communautés ou des retailers, rassembler des communautés autour d'elle. Finalement, ça fait quand même 5 besoins assez vastes quand on les accumule. Pour lancer le débat et la discussion avec les personnes qui nous suivent, d'ailleurs, 1 ou 2 commentaires qui disent tout ça est pas très gai quand même. Mais avant ces questions-là, si on vient sur ces 5 besoins, finalement, qu'est-ce que, de ton point de vue, une marque ou un retailer devrait investir? Est-ce qu'on doit être un peu comme à l'école des fans, essayer d'atteindre les 18 sur 20 sur chacun des 5 besoins, ou est-ce que toi, tu recommandes d'autres types de stratégies pour essayer d'atteindre ces besoins des nouveaux consommateurs? Si on regarde le baromètre de la valeur shopper, on a la réponse. C'est les enseignes qui choisissent leur combat qui l'emportent. Et celles qui se disent « il faut que j'essaie d'être bon partout », en fait, elles ont un vrai problème de différenciation et un problème d'engagement client. Parce que les clients ne savent pas c'est quoi leur promesse de base. Clairement, la réponse, c'est choisissez vos combats, soyez excellents sur la santé, ou excellents sur la sécurité, ou excellents sur les délais de réponse, ou sur l'économie d'effort que vous procurez à votre client. Je prends l'exemple des box, qui ont connu aussi un gros succès pendant ce confinement. Le box exonère le client de la charge mentale que réclame le fait de se dire qu'est-ce que je vais acheter, quel thé je vais dénicher ou quelle bière. Non, j'ai ma box bière ou ma box thé, et du coup, je délègue même le casting des produits. Donc, vraiment avoir ces prismes-là, ça aide à proposer une réponse qui va faire écho chez le consommateur aujourd'hui, parce que derrière ces 5 besoins, qui sont aussi 5 expériences transformatrices, il y a un besoin de sécurité. Et oui, c'est pas très gai. Le Covid, c'est pas très gai. On est à 105 ou 110 000 morts en France. On a tous perdu des proches. Et c'est une forme de météorite qui s'est abattue sur nous. La vertu, quelque part, qu'on peut trouver à cette météorite, c'est que des gens qui s'endormaient un petit peu, qui se disaient « ouais, moi, je peux me passer du digital, je suis pas obligé de… ma clientèle, elle n'a pas envie, etc. » Là, ils se sont pris une claque. Et au lieu de s'endormir et de se réveiller trop tard, ils se sont réveillés, pour certains d'entre eux, au bon moment. Et en fait, ils y arrivent. Et il faut être là où le client veut qu'on soit. Et donc, à cet égard, c'est un électrochoc salutaire, parce qu'on a évité de laisser Amazon gagner encore plus de parts de marché, ou AliExpress, et puis que les autres, quand ils se réveillent, et que Amazon fait vraiment de l'alimentaire, ce soit trop tard. Ça, à cet égard, c'est un électrochoc bienfaisant. Merci Nathan. Écoute, on a plutôt bien tenu le timing, et on place aux questions maintenant, et peut-être remarques que vous avez suite aux éléments fournis effectivement par Nathan. Tu vois le chat, Nathan? Oui, il y a une question de Sophie.
Voilà, Sophie qui dit, sait-on aujourd'hui si ces peurs, besoins seront d'actualité demain ou peut-on espérer revenir à une vie normale, entre guillemets, ou un comportement normal, entre guillemets aussi? Alors, je dirais que tous les chiffres laissent penser que non, il n'y aura pas de retour à la normale, que les parties les plus ingrates du travail pour le consommateur ont été faites. Il s'est créé un compte, il a appris à utiliser un site de commande en ligne, il a accepté de mettre sa carte bleue, de donner son autre carte bleue aux commerçants. Donc, il y a plein d'expériences un peu painful pour lui qu'il a faites. Donc là, il est de l'autre côté, il va pouvoir profiter. Et donc, quand on regarde les chiffres, on voit que le drive ne redescend pas du tout en flèche comme il a monté en flèche. Et on est plutôt sur une tendance à pérenniser beaucoup des expériences d'achat digitalisées qu'on a faites. Et surtout, on sait très bien que, au-delà des habitudes qui sont prises, il y a des standards beaucoup plus élevés en matière d'accès au stock, à l'information sur les horaires d'ouverture, sur les services proposés, sur les possibilités de retour gratuits ou payants, sur les possibilités de livraison, à partir de quel montant, etc. Donc, c'est vraiment une redéfinition des standards qui a été à l'œuvre et les standards, eux, vont continuer de s'élever. On va aller vers toujours plus des délais toujours plus courts pour la livraison à domicile. On va aller vers toujours plus de fiabilité aussi. Et un consommateur qui s'est habitué à être traité avec beaucoup, beaucoup plus d'égards que ce n'était le cas il y a 2 ans. Donc, il va surtout questionner cette question de la zone de chalandise, puisque dans toutes les études qu'on faisait, à chaque fois, en gros, les gens choisissaient leurs commerçants pour la proximité physique. Et ça, c'était dans un monde où le physique était indéboulonnable. Mais si on regarde les stats, par exemple, venues de Chine, on a plus de 51 ou 52% maintenant du commerce qui est du e-commerce. Donc, tous les ans, on doit revoir à la hausse nos anticipations. La bonne nouvelle, tout de même, pour le commerce physique, c'est qu'il y a certaines formes de commerce physique très expérientielles, très émotionnelles, qui vont se développer. On a plein de commerces passion qui vont voir le jour, et là, les gens voudront venir physiquement parce qu'il y aura une plus-value. On sera pas... Si on est dans une relation au produit, si quelque part on vient parce que c'est pas cher et qu'on peut avoir le produit, bah en fait, on n'a pas besoin du commerçant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Si on va vivre quelque chose de culturel, de civilisationnel, d'émotionnel, d'expérientiel, bah là, on va être content, de la même manière qu'on est content d'aller voir ses enfants ou ses amis, ben on est content de passer un moment chez Starbucks, ou on est content de passer un moment chez Franprix, si chez Franprix, on a une petite table, une snacking, et qu'on va passer avec ses collègues, ou voilà, un moment qui est gratifiant, qui est valorisant, et qui est nourrissant, qui répond vraiment aux besoins de ce nouveau consommateur. Nathan, une question de Victor. Finalement, en repensant au besoin de dépenser moins, s'économiser, se protéger, et en faisant le lien du coup de référence que sont les GAFAM, est-ce qu'on n'a pas des enjeux qui se jouent pas dans le jeu de la RSE, c'est-à-dire, et souvent c'est une discussion qu'on a tous les deux, au final, ok, la course au prix, à la recherche du prix versus le contact humain, la relation, ce que tu disais tout à l'heure avec ce côté, le marché qui reste le commerce préféré des Français. Est-ce que c'est des consommateurs différents ou est-ce qu'on est tantôt attiré par s'économiser, avoir le meilleur prix, et puis tantôt attiré par le magasin spécialiste? On voit exploser des modèles autour du vélo, d'un certain nombre de pratiques, où là, on voit des gens en magasin. Donc, qu'est-ce que tu dirais sur cette dualité, finalement, entre la recherche du prix, de l'excellence, et de l'autre côté, ce besoin d'humain? Je dirais que le consommateur est de plus en plus féru de responsabilité sociale et environnementale, il est de plus en plus féru d'expérience, d'humain, etc. Mais il est de plus en plus tyrannique aussi et auto-centré. Est-ce que égoïste, bon, il y a quelque chose de jugemental dans le mot, mais oui, on peut dire ça. En tout cas, il pense surtout à lui et le reste lui paraît un petit peu abstrait. Et donc, oui, d'un point de vue sociétal, c'est pas une très bonne nouvelle qu'on ait une telle passion du consommateur pour le moindre effort, pour le moins cher. Ça a des impacts sur la chaîne de valeur, sur les engagements que les fournisseurs vont pouvoir ou non respecter. C'est contrebalancé par une profonde
mutation des définitions de la réussite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une part substantielle de notre consommation, elle est imputable à de la consommation quelque part statutaire. Il y a beaucoup de parts de notre consommation qui sont l'effet d'une certaine idée de ce que c'est ne pas être un loser et être du côté des happy few. Et à partir du moment où ces critères de la réussite évoluent, ben on peut avoir des impacts très rapides sur les comportements de consommation. Et si on prend par exemple le contenu culturel promu par Netflix, qui est un des grands gagnants de cette pandémie, ben en fait, si on se fait Netflixer, qu'est-ce qui se passe? On va être beaucoup plus tolérant à l'égard des autres manières de vivre. On va découvrir que on peut se tourner, on va dénoncer la malbouffe, on va devenir peut-être minimaliste ou vegan ou en tout cas très tolérant à l'égard des différentes formes d'orientation sexuelle. On va se désinvestir du matérialisme, on va rejeter la publicité dans ses expressions les plus caricaturales. Donc on va en fait quelque part avoir à l'égard de la consommation une approche beaucoup plus humaine, responsable, éthique, etc. Et quelque part, on va faire bouger les lignes et cette digitalisation, elle est aussi quelque part une désaffection pour le physique. Et ce sont les flux physiques qui créent le plus de pollution. Le simple fait, par exemple, de ne pas aller au travail sur le plan environnemental, en voiture, par exemple, puisque 70%, je crois, des trajets en France sont pour domicile-travail, c'est en voiture. Aux États-Unis, on doit être à 95%. Ben, le simple fait de ne pas prendre sa voiture, d'un point de vue environnemental, c'est hyper intéressant. Et il se passe plein de choses, quelque part, d'inattendues. Donc, les GAFAM nous appauvrissent sur le plan social. Il y a évidemment la pollution numérique qui explose en ce moment. Mais il y a aussi, quelque part, la sensation que l'aventure de la vie, c'est du temps libre. Et ça, c'est un nouveau critère de réussite. Le confort, le bien-être, le fait de faire des choses soi-même, le fait de vivre des choses, le fait de faire des choses qui ont du sens. Le besoin de sens, il est un des grands gagnants de cette crise. Donc, il y a des choses un peu négatives, mais il y a aussi une forme d'émancipation à l'égard d'une forme de servitude sociale avec plein de gens qui, quelque part, se sentaient obligés d'acheter un SUV parce que dans le parking, ils étaient le seul à avoir leur 309. Ils avaient un peu la honte, quoi. Et ils passaient pour des gens qui étaient pas, dont la voiture ne correspondait pas au grade, etc., qu'ils avaient dans l'entreprise. Donc, à un moment donné, dans une forme de pression inconsciente, ils sont obligés d'acheter une grosse voiture parce que sinon, ils se payent un peu la honte. Et ça, quelque part, on est en train de passer à autre chose et on commence à avoir de l'envie pour celui qui a du temps libre, qui a des passions, qui a du sens, qui aime ce qu'il fait, qui est enthousiaste, qui sait prendre du temps pour lui-même. Et là, on est très très loin, quelque part, d'un monde voilà, appauvri, digitalisé, où on est tout dans une perfection logistique, mais on n'est plus que des animaux à satisfaire nos besoins et on n'a plus de sens. Donc ça, c'est effectivement une chose intéressante. Vous avez d'autres questions ou commentaires par rapport à ces éléments? Et vous pouvez dire si vous êtes désireux de nuancer des constats que j'ai faits. Je n'ai pas la science infuse, il y a des tas d'aspects du réel qui m'échappent, et donc je suis très heureux de nuancer des points de vue que j'ai pu exprimer. Ça m'intéressera autant que des choses qui vont dans mon sens. Alors, plusieurs questions, puisqu'on enregistre, que je te présente. Donc, Alix, donc je te raconterai l'histoire de Wilson. Est-ce qu'on se dirige vers une fermeture massive des commerces physiques? Et finalement, voilà, pour prolonger la question, OK, le tout digital, ça veut dire que c'est la mort du commerce physique? Vraiment pas. Vraiment pas. On ne se dirige pas du tout vers une fermeture massive des commerces physiques. On se dirige vers une transformation massive des commerces physiques en lieux qui ont une plus-value. Si c'est juste des produits, ben oui, là, ils ne vont pas survivre. S'ils proposent, au-delà des produits, une expérience, du lien, du sens, de la valorisation personnelle, là, ils ont la vie devant eux. Mais bien sûr, toute cette dimension logistique que les entrepôts robotisés font mieux quelque part, dans un délai plus court et avec moins de coûts que les magasins, ne sont pas... Voilà. Mais il y a une bonne nouvelle aussi que je n'ai pas évoquée, c'est que le ship from store, donc le fait d'envoyer depuis le magasin les produits et de transformer chaque magasin en un entrepôt logistique. Quand je parlais tout à l'heure de Uber Eats qui vient chercher les produits dans la supérette locale pour les amener aux voisins, ça quelque part, ça protège
ce maillage hyper fin qu'on a en France avec des tonnes de petits commerces, des tonnes d'hyper, donc on a un très beau tissu commercial, il va être protégé par le fait que les manutentionnaires, les conseillers de vente, les hôtesses d'accueil, etc., les hôtes d'accueil, ben, aient une fonction un peu hybride. De temps en temps, ils font des commandes pour les clients en magasin, de temps en temps, ils font des commandes ou des échanges ou du conseil ou de l'accompagnement pour des clients qui ne sont pas en magasin et qui ont envie d'avoir accès au magasin avec leur téléphone ou même dans le cadre d'une conversation écrite ou orale. Donc, on est vraiment dans un moment où on sent que le modèle physique va être protégé, pour autant que les enseignes comprennent que la meilleure manière d'être bon dans le monde physique, c'est d'être très bon dans le monde digital, et qu'il ne faut pas voir ça comme un antagonisme, mais au contraire comme un outil de renforcement. C'est parce qu'on est trop fort sur le digital qu'on va être trop fort dans le magasin. Et Mathias, qui finalement pose la question tu le disais en intro, hein, le niveau du livret A n'a jamais été à ces hauteurs-là, donc on a mis de côté, mais quelque part on a moins consommé parce que par contrainte, fermeture des magasins pour s'habiller, restaurants, bars, on aurait dû, du coup, ce que pose la question Mathias, effectivement migrer vers une décroissance. Et finalement la question qu'on se pose, c'est quand tout ça va réouvrir. Qu'est-ce qui gardera de cette consommation mesurée dont tu décrivais tout à l'heure, où on s'est dit que finalement la possession est peut-être plus le sujet de demain, quoi. Ouais, mais sauf qu'il faut remplacer les gratifications que nous procurait la consommation par autre chose. Et quand on regarde notamment chez les addicts, le shopping addict, etc., c'est quoi l'antidote? Qu'est-ce qui fait qu'on va échapper à des addictions? Et ça vaut pour le shopping comme ça vaut pour l'alcool ou tout un tas de pratiques de jeux intensifs, etc. L'antidote à la consommation effrénée, à l'addiction, c'est la socialisation, c'est le lien. C'est parce qu'on va retrouver ses amis, on ne va pas se dire, tiens, je vais me faire une nouvelle séance de shopping alors que j'en ai déjà fait hier, etc. Donc, il faut que ces liens se reconstituent. Et aujourd'hui, les infrastructures qui permettent à ces liens de s'amplifier, de se déployer, de s'épanouir, sont fragilisées par le contexte sanitaire. Et donc, selon toute probabilité, on va avoir, et moi qui vis par exemple à Paris, dès que je traverse des quartiers bobos, on voit des phénomènes incroyables où on a parfois 150 personnes sur un trottoir avec leur gobelet de bière, et ils boivent des coups ensemble, et on ne voyait pas ça avant le confinement, même pas dans les cafés. Donc il y a une forme d'envie très très forte comme ça, de bain de foule, de se tenir ensemble, de se retrouver, de tisser des liens, de multiplier quelque part les opportunités de vivre autre chose que des expériences de consommation, mais vraiment de vivre des expériences de communion. Donc moi, je pense que le commerce peut contribuer à cette communion. Il n'y a rien de plus triste qu'une ville dortoir. Il n'y a rien de plus triste qu'une ville où les commerçants ne jouent pas leur rôle d'animateur. Ça veut dire que il y a des nouveaux modèles économiques à inventer. Aujourd'hui, quand une librairie ne vend pas assez de livres, elle doit fermer. Alors même qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, adorent les livres, adorent l'univers éditorial, adorent ces lieux. Mais c'est vrai que j'ai plus le temps, ou mon cerveau ne me permet plus trop de lire comme je lisais autrefois. Donc, j'achète moins de bouquins, mais moi, je veux bien prendre un abonnement à la librairie d'en bas pour avoir le droit d'y aller, de passer 3 heures, de rencontrer des gens qui, comme moi, adorent Philippe Roth ou je ne sais qui. Et puis, on va pouvoir faire de ce lieu autre chose qu'un vendeur de bouquins. En fait, une librairie, ça ne vend pas des livres. Une librairie, ça vend l'accès à un lieu un peu magique, avec plein de ressources, plein d'idées, des romans, des fictions, des non-fictions. C'est dommage de se limiter à ce modèle un peu débile où s'il n'a pas vendu le papier, ben, en fait, il va mourir, quoi. Donc, il y a plein de modèles économiques à réinventer, et je trouve notre boulot chez Altavia, c'est d'accompagner cette mue du commerce en disant, vous croyez que vous vendez des petits pois, vous vendez peut-être de la santé, vous vendez peut-être la promesse d'une forme de bien-être, vous vendez peut-être une transformation personnelle, vous accompagnez les gens dans leur transition écologique ou personnelle, et ils vont lâcher les injonctions parentales pour être plus alignés et pas avoir une vie schizophrène où d'un côté ils détestent leur boulot, mais en même temps ça leur permet de gagner plein de thunes qu'ils vont dépenser dans des trucs qui n'ont pas de sens pour eux. Voilà, nous on est là pour, à mon sens, accompagner ces commerçants dans cette mue qui est super belle, super inspirante, qui est une mue de donner du sens, d'avoir des raisons d'être, d'avoir des commerçants qui comprennent pourquoi ils se réveillent le matin, pas pour le chiffre seulement, parce qu'il y a aussi de la passion, parce qu'il y a aussi une vision,
et que cette vision, ils ont envie de la partager avec leurs collaborateurs et avec leurs clients. Merci Nathan, on va s'arrêter sur cette conclusion que tu fais là, que je trouve effectivement pour le coup bien positive et qui laisse encore de la place au commerce, mais au nouveau commerce qu'il faut réinventer et qu'on peut accompagner. Nathan, sur quel réseau on peut te suivre? Sur LinkedIn, on peut me suivre, mais on peut aussi me solliciter. Moi, j'adore qu'on m'interpelle. Vous pouvez demander à Ludovic mes coordonnées. Je vous remercie d'avoir eu ces caméras allumées, de m'avoir. Je dirais qu'on a entendu les mouches voler. Bon, il n'y avait pas de mouches chez moi, peut-être chez vous, mais moi, voilà, c'est l'expression. Et merci pour vos questions. Mais en tout cas, je reste à votre disposition. N'hésitez pas, au-delà de me suivre, à me demander des feedbacks ou poser des questions. Un grand merci Nathan pour le temps que tu nous as consacré. C'était très riche et ça permet effectivement de nous nourrir sur notre quotidien. Merci à toi. Merci à vous. Joli contenu que tu nous procures.